Eh bien, bonjour à tous. Je suis extrêmement contente de vous voir si nombreux aujourd'hui pour la remise du prix Libre d'écrire que nous organisons, la Foire du Livre, la Compagnie Gambalo, la CAP, que je ne me trompe pas, Concertation des associations actives en prison, je me suis encore trompée, non c'est bon, l'ADEPI, qui s'occupe de la formation en prison, et c'est un très gros travail que nous menons en prison, puisque dans l'ensemble des prisons de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'ADEPI et la CAP lancent l'invitation à partir du mois de juin pour participer à ce concours Libre d'écrire, dont c'est la 5e édition. Et pour la 5e édition, on voulait... Ah, le président est en train de s'en aller. Non, il fait le tour pour arriver de ce côté-ci. On voulait un président exceptionnel. Nicolas Feus avait déjà été président. On ne pouvait donc plus lui demander de prendre la présidence. Donc, on l'a demandé à Jérôme Collin. Alors, pour vous dire, donc, on envoie les propositions de participation au concours au mois de juin. Chaque année, il y a un thème, et cette année, c'était le thème fracture. Dans l'ensemble des prisons de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et cette année, nous avons reçu à peu près 130 textes. Les 130 textes sont classés en catégories. La première catégorie, celle pour laquelle on a toujours beaucoup de textes, c'est la poésie. On en a souvent vraiment beaucoup. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est le récit de vie. La troisième catégorie, c'est la fiction. Et puis, une catégorie qui n'a pas été représentée cette année-ci, c'est bizarre, c'est oralité, c'est-à-dire le slam, les chansons. On n'a pas eu de candidat cette année-ci. Et la dernière catégorie, c'est l'expression artistique ou la BD. Donc cette année, on a des lauréats dans 4 catégories sur 5. Mais d'excellents lauréats, bien entendu. Alors, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, la CAP et l'ADEPI diffusent cette information dans les prisons et la CAP reçoit au fur et à mesure les textes qui sont complètement anonymes et nous les envoyons à un premier jury de présélection qui garde pour chaque catégorie 5 finalistes, si c'est possible. Parfois que 4, hein, cette année, parfois que 4. Voilà. Et puis, quand nous avons fait notre choix, nous proposons à un jury un peu plus professionnel, composé de notre président Jérôme Collin, d'un vice-président, on va dire, allez, presque Nicolas Feus, d'un past président qui est Michel Claes, et puis Myriam Leroy, Valérie Cohen, Diane-Sophie Couteau du service des lectures publiques, et j'espère, moi, non, je ne suis pas dans ce jury-là, je suis dans le précédent, parfois je me trompe, je me prends... bon, et voilà. Et j'oublie Rosalie Loï. Ça veut dire que nous avons des jurys en France, comme Rosalie Loï, en Suisse, comme Nicolas Feus, et que donc nous essayons de diversifier les approches, ce qui fait que lorsqu'on fait la délibération, il y a parfois des divergences. Bien, sommes-nous prêts ? Alors, on a la chance d'avoir aujourd'hui... Ah ben, monsieur le commissaire général, vous avez votre place là-bas. Vous n'avez pas de petit chevalet, mais vous avez votre place. Puisque le commissaire général de la Foire du Livre de Bruxelles, Grégory Laurent, nous a rejoints, je voudrais quand même préciser une chose. C'est que ce projet, il n'aurait pas existé si le commissaire général Grégory Laurent n'avait pas été là en 2017 pour me demander de mettre en place un programme sociétal à l'année de la Foire du Livre qui s'appelle Objectif Lire et qui a pour projet de mettre la lecture et l'écriture
à la disposition des publics éloignés. C'était un grand souhait de Grégory Laurent, qui a commencé par mettre la foire du livre complètement gratuite pour permettre à tout le monde d'y venir, et ensuite qui m'a demandé de mettre ce programme en place. Donc je travaille avec des femmes en alphabétisation, je travaille avec des seniors, avec des personnes à handicap, avec des migrants, et donc avec des personnes détenues, avec les partenaires dont je vous ai parlé. Et donc aujourd'hui, les lectures vont être faites par Nicolas Suizen et Laurent Deneyer de la compagnie Gambalo. Et c'est Serge Thierry qui va ponctuer musicalement la rencontre. On est prêt? On y va? Je pense que c'est toi qui commence, Nicolas. Ah non, c'est Nicolas Suizen. C'est un Nicolas, mais c'est un Nicolas Suizen. Eh bien, à toi, Nicolas, alors. Tu peux annoncer la mention spéciale du jury dans la catégorie poésie. Il faut que tu annonces d'abord le gagnant. Donc voilà, excusez-moi, vous m'entendez? Le gagnant est Diane Nedrev, je m'excuse si je prononce pas bien, pour son texte Les fractures du myocarde. Ça, c'est la première mention spéciale. Toi, c'est oui. Pierre Defosse, fracture. C'est pas grave, on t'aime quand même. Moi, j'étais annoté 2, hein, là. Oui, d'accord, ok. C'est bien. Parfait, donc c'est Pierre Defosse pour Fracture sociale, effectivement, qui reçoit donc la mention spéciale du jury. Est-il là, Pierre? Une fois? 2 fois? Oui, vous pouvez l'applaudir. On va lire son texte, on pense à lui. Et puis voilà, c'est toi qui lis. La porte soudain fut arrachée. Je fus aveuglé, renversé de ma chaise. Stupéfié, je me suis mis à ramper comme le lierre. Le visage différent, je devais souffrir de diastole. Mon âme allait se libérer. Je fus alors soulevé du sol, plié en 2, en 4, en 8, empaqueté, jeté dans le noir d'une cale et délaissé. Délinquant, je découvrais la fracture sociale. Merci Laurent. Alors la deuxième mention spéciale du jury, c'est moi qui vais la remettre. Donc vous avez déjà entendu que ce serait les fractures du myocarde, et il s'est délesté sur moi de la difficulté de vous dire que le gagnant s'appelle Diane Nedrev pour le texte Les fractures du myocarde. En appui, les coudes sur le bord de la fenêtre, nos cœurs brisés, nos myocardes déchirés. Je ne peux m'y résoudre, tu es parti à jamais. Je reviendrai demain, scruter l'horizon. Peut-être. Si dans mes promesses, je t'ai laissé le cœur chagrin, le cœur blessé, si on se blesse dans le velours ou d'aventure, si les caresses virent aux fractures, quand la tendresse devient tristesse, triste chant, oui, le chant des messes. Quand tu m'embrasses, que je m'en lasse du temps qui passe, que l'on se casse, quand tu me prends dans une impasse, que je les prends en bons sentiments, ouais, tu m'ennuies, en sanglotant. Alors je fuis au grand galop, loin de nous-mêmes, passe le temps. Si nos soupirs font trop de bruit, quand tu combats, quand je m'ébats, oui, c'est parfois dans d'autres draps. Alors tu danses comme une relance, car je n'y crois plus à ta présence. Si j'y crois trop, un navire entre au quai métro. Si tu souris quand tu me dis que tu crois bien que c'est fini, des mots d'amour en mots d'amour, tous les amours se quittent un jour. Des jours, j'en rêve. Voire qu'un jour, même sans le dire, tu pourrais me revenir. Recommencer une aventure, laisser jadis en sépulture le mortifère de nos fractures. De souvenir en souvenir, je n'ai pas su garder le charme. Et si la vie m'apprend à vieillir, fondre en larmes, rendre les armes.
de déchirure en déchirure, puisqu'un jour lâche les coutures. De tristes amours en tristes amours, les fractures ouvrent les horizons. C'est le là qui vire dans les prisons, quand la passion vire aux raisons. Dis pourquoi toi tu partirais, et pourquoi moi je reste là, comme un amour mais sans passion. Voilà, c'était les 2 mentions spéciales du jury. Et maintenant, le lauréat dans la catégorie poésie. Le prix va être remis par Nicolas Feuss. Merci Christine. Alors, tout d'abord, je vais évidemment pas trahir les délibérations du jury, mais je voulais quand même faire une petite mention à ce sujet-là. Quand on délibère avec le jury, on désigne toujours quelqu'un, parce qu'il faut évidemment, il doit y avoir un tour pour donner son avis. Et on est arrivé sur la poésie et Christine me dit Nicolas, c'est toi qui commences pour la poésie. J'ai dit c'est sympa. La poésie, c'est ce qui est le plus éloigné de mon domaine, qui est le polar, donc ça me parle pas trop. Bon, j'avais dû passer mon tour à quelqu'un d'autre. Et puis hier, Christine vient vers moi et me dit Nicolas, puisque tu as dit ça lors des délibérations, ça marche. Oh là là, il faut pas que je bouge. Puisque tu as dit ça lors des délibérations, c'est toi qui remettras le prix de la poésie. Voilà. Super, j'étais super content. Donc, je risque pas de me tromper parce que j'ai qu'un nom sur ma feuille. Donc, dans la catégorie poésie, le jury a désigné comme lauréat Chris Ferry pour son texte La vieille dame. Et on a beaucoup de chance puisque Chris Ferry est là avec nous. En congé. Je suis une feuille de papier. Vous m'avez sorti de cette enveloppe avec soin, tel un bijou de son écrin. C'est que je suis une vieille dame, fine et fragile, âgée de milliers d'années. Avant, j'étais un arbre. La terre, cette mère nourricière, me nourrissait avec amour. Ma cime souriait au soleil, je dansais avec le vent. J'étais fort, j'étais beau, j'étais grand. Sous vos coups de hache, j'ai rompu. Coupé, écorcé, broyé, lessivé, pressé. Devenu feuille de papier. Vous me cajolez. C'est que je suis une vieille dame. Sur moi, vous posez ce que vous avez de plus précieux, vous les hommes. Les mots. Cela même qui vous caractérise, vous les hommes, vivants parmi les vivants, enfants de cette terre nourricière. Depuis des siècles sur moi, vous les couchez par milliards, les mots. Cela même qui actent vos lois, vos guerres, vos pactes de paix. Cela même qui annonce vos naissances, vos décès, vos amours, vos ruptures. Vous me traitez avec soin, vous les hommes, car sur moi, la vieille dame, si fine et si fragile, se tient l'humanité. Alors on va changer de catégorie et on va demander à Martina Di Marco de nous annoncer la mention spéciale du jury de la catégorie Récit de vie. Martina est coordinatrice à la CAP et moi je voudrais en profiter pour remercier la CAP sans qui absolument rien ne se ferait de ce concours, sans l'ADEPI non plus d'ailleurs. Et sans ma collègue Annelise qui a pris ce projet en main brillamment. Du coup, dans la catégorie Récit de vie, le jury a désigné comme mention spéciale Junior pour son texte Ma triste enfance. Et je pense que Junior est censé être là, mais je ne sais pas à quoi il ressemble. Bonjour Junior. Ah oui. Je suis né le 20 décembre 1983 à Sambreville. C'est alors que commence ma triste vie.
Je porte pas le nom de mon père car à ma naissance, ma mère était déjà mariée à un autre homme. Moi, je suis ballotté de gauche à droite car mes parents ne s'occupent pas bien de moi. Par exemple, je me suis retrouvé inconscient étant tout petit car j'avais avalé des médicaments sans le savoir. Dommage, j'ai pas eu la chance de mourir. Première fracture. À l'âge de 2 ans, un incendie ravage notre maison. Mon père m'a sauvé la vie de justesse en me sortant par la fenêtre de l'étage. Autre chance de mourir. Deuxième fracture. Les années passent. 1989, mon père, étonné de ne pas nous trouver à la maison quand il rentre, il se rend chez l'un de ses amis pour voir si celui-ci ne savait pas où l'on se trouvait, ma mère et moi. Mon père rentre chez son ami et je suis en train de jouer en bas seul. Mon père me demande où est ma mère. Je lui réponds en haut. Mon père monte et, catastrophe, il découvre ma mère en train de se faire sauter par son ami. Un vacarme fou commence. Je vois ma mère partir en courant de peur. Mon père remonte à l'étage. Il y retrouve son ami qu'il avait laissé agonisant. Il l'achève. Quelques jours plus tard, la police débarque à la maison pour embarquer mon père. Troisième fracture. Je suis placé parmi plein d'enfants que je connais pas sous les ordres des éduques. Quelques mois d'école passent et on me diagnostique un défaut de prononciation. Cela me conduit chez un logopède, mais cela ne se passe pas comme prévu. Ce logopède était très strict et il me punissait quand je ne réussissais pas les exercices. Au début, il criait et me giflait en plein visage. Cela a ensuite encore dégénéré. Quatrième fracture. Quelques années plus tard, j'ai eu droit à des visites de ma famille. En décembre 95, un éducateur m'appelle à table juste en revenant de l'école. Il m'annonce que mon père a eu un terrible accident de moto et qu'il est à l'hôpital. Quelques semaines passent, j'ai rendu visite à mon père à plusieurs reprises et un jour, il est enfin réveillé. Je m'avance vers lui pour lui dire « Bonjour papa ». Et il me répond « Bonjour monsieur ». Un déchirement total pour moi. 5e fracture. Je me souviens avoir vu ma grand-mère pleurer suite à la décision de me placer chez ma mère. 6e fracture. Me voilà chez ma mère, tout s'est bien passé au début, j'étais libre et je découvrais la vie en dehors du home. Un jour, j'ai reçu la première gifle de mon beau-père. Cela n'a plus arrêté ensuite. 7e fracture. J'envoyais le copain de ma mère balader de plus en plus. J'avais réalisé qu'il n'avait aucun droit sur moi vu qu'il n'était pas mon père. Un jour, il s'est mis en colère, a voulu me frapper. J'ai cassé, lancé des choses à terre et je suis parti de la maison. Ma mère l'a choisi lui. Elle m'a même aidé à faire mon sac. Et tout en faisant mon sac, elle m'a dit clairement « Tu n'es qu'un bâtard de toute façon, car celui que t'appelles papa, bah, il n'est pas ton père. Ton vrai père, c'est celui que ton soi-disant père a tué. » 8e fracture. Je me suis retrouvé à la rue, sans savoir où aller. J'ai été ensuite placé dans une famille de douaniers du côté de Couvin. Là, c'était le bonheur. Je manquais de rien. Aurais-je enfin droit au bonheur ? Les mois ont passé et un jour, une femme est venue me chercher. Je me suis demandé pourquoi. J'ai appris plus tard que ma famille d'accueil avait voulu m'adopter, mais ma grand-mère s'y était opposée. Quelque temps plus tard, je rencontre la mère de mes enfants et je me mets en ménage très vite. Je n'ai que 14 ans. C'est mérité. Une nouvelle mention spéciale du jury qui aurait dû être remise par Madame Sarah Acajou, mais c'est monsieur, voilà, un autre représentant de la Loterie Nationale. Monsieur, vous pouvez trouver votre micro là et dites-nous votre nom parce qu'il nous est arrivé un peu tard pour figurer dans le PowerPoint. C'est Christophe Mauss. Voilà, très bien. Et donc j'ai l'infime plaisir, au nom de la Loterie Nationale, de remettre le prix donc, Récit de vie. Oui, j'ai pas beaucoup l'habitude. Donc, dans la catégorie Récit de vie, le jury a désigné comme mention spéciale Monsieur Dumont-Dandy pour son texte « Un flic en tôle ». Merci. Et Dany, est-ce qu'il est là? Magnifique.
Je me réveille allongé sur un lit d'hôpital. Cet endroit m'est totalement inconnu. Quel jour et quelle heure sommes-nous? Mon visage me fait souffrir et je ne parviens plus à voir de l'œil droit. Et j'ai eu un accident de voiture? Je m'en souviens pas. Je remarque des taches de sang séchées sur les draps blancs de mon lit. Je souffre d'une migraine atroce, sûrement due à la consommation excessive de rhum coca à la soirée d'hier. Je parcours mon visage à l'aide de mes mains en espérant n'avoir aucune blessure. Ma mâchoire et mon nez sont intacts. Arrivé sur le haut du visage, je ressens de vives douleurs au niveau de mes arcades sourcilières. Je palpe des plaies récentes sur la tempe gauche. Mon œil droit est si tuméfié et gonflé que je suis incapable de l'ouvrir. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Où est ma femme fauve et mon cousin Marcus, avec qui j'ai passé la soirée hier soir? Pas un seul bruit dans cette grande chambre d'hôpital commune. Y a personne, et il fait trop calme. Je décide de me lever et de trouver un membre du personnel soignant. Ouf. Je tiens debout sans aucune autre douleur. Je porte les mêmes vêtements qu'hier soir à cette soirée, à savoir un jean noir, un t-shirt noir qui est aujourd'hui maculé de sang séché. Je constate qu'il est arraché sur la partie supérieure droite au niveau de l'épaule. Mes chaussures classiques noires en daim sont au pied de mon lit. Je les enfile et emporte avec moi le chariot à roulettes où est suspendue une perfusion dont je ne connais même pas son contenu. Je recherche en vain à proximité de mon lit mes effets personnels tels que ma veste, mon GSM et mon porte-carte. Je commence à marcher vers l'extrémité de la grande chambre. Wow! Je titube en ressentant encore les effets de la consommation des nombreux rhums de la veille. Merde! J'ai encore abusé avec la boisson. À quel point? Ai-je eu un accident? Ai-je blessé quelqu'un? J'ai besoin d'en savoir plus. C'est à vous. Vous pouvez peut-être dire 2 petits mots avant, si vous voulez, enfin si vous avez envie. Bonjour. Non, moi j'ai été enchanté, effectivement, d'être dans le jury de ce concours que j'essaye de défendre à la radio chaque année parce que c'est important, parce que à des moments de notre vie où on nous a dit qu'on était relativement incapable de dire ou de comprendre quoi que ce soit, les livres, la lecture sont pour moi quelque chose d'essentiel. Parce que quand on lit un livre, on peut pas se mentir. Si le héros nous ressemble, on peut pas se dire que c'est faux. Il nous ressemble. Et il existe. Et quand on écrit, c'est pire encore. On peut pas mentir non plus parce que sinon ça sert à rien d'écrire. Et ce serait stupide de le faire. Et donc, cette façon de se faire face à travers la lecture et l'écriture me paraissent incroyablement importants. Et tout le travail de faire arriver la possibilité de lire et la possibilité d'écrire à des endroits où, a priori, on lit moins et on écrit moins, pour moi, est absolument primordial. Donc, c'est pour ça que j'étais très heureux de participer à ce jury. D'autant plus que ça me tient très à cœur. Ça fait tomber tellement d'a priori, mais tellement d'a priori. Ici, sur la prison notamment. Oui, en prison, on sait lire et on sait écrire. Et on écrit diablement bien. Et les textes que vous venez d'entendre le prouvent. Et c'est aussi simple que ça. Mais il y a des gens à qui il faut pouvoir le rappeler. Voilà. Donc, dans la catégorie récit de vie, le lauréat, vous le connaissez déjà. Et je lui ai dit tout à l'heure que poésie plus ça faisait beaucoup. Et donc, si jamais un jour il sortait un livre, je l'accueillais avec plaisir à la radio. C'est Chris Ferry. Le juge prononça ma lourde peine de prison.
À ce moment, des policiers sortirent des entrailles du palais de justice de Bruxelles par une immense porte capitonnée. Tels des danseurs dans un ballet tragique, le parquet grinçait à chacun de leurs pas comme les planches d'un théâtre sous les sceaux des saltimbanques. Les magistrats ne tombaient point leur masque de nœud. De cette tragédie, j'en étais l'auteur. Ce jugement fut une fracture, un basculement d'un état à un autre, un arrêt dans le temps. La fin de tout, le début d'autre chose. À l'image de ce monstre de palais de justice, je tombais en ruine. Il était temps de m'assainir, me démonter pour mieux me reconstruire. Comme ce palais, mes architectes ont tout fait pour que je sois grand et beau. Comme ce palais, je suis devenu laid. Ils s'emparèrent de moi, les danseurs des ténèbres, me précipitèrent dans les tréfonds du grand palais par un escalier dérobé. Dans les bas-fonds, des gouttes d'eau tombant du plafond jouaient du xylophone sur le carrelage branlant. Ça faisait de la musique sur le pané. Mais personne ne dansait. Personne ne chantait. Voilà la catégorie suivante qui est la catégorie fiction. Eh bien, la mention spéciale du jury va être remise par Coralie Belens de l'ADEPI, que, à titre purement personnel, je remercie pour l'énorme travail de formation réalisé en prison. Merci. Alors, dans la catégorie fiction, le jury a désigné comme mention spéciale Little Phoenix pour son texte Fracture de justice. Il est là, Little Phoenix? Non. Ah bah, il n'y a pas besoin. Non, ça va bien. Ouais. Ouais. Dossier suivant. J'appelle Monsieur Lambert à s'asseoir sur le banc des accusés. Bonjour Monsieur Lambert, vous êtes ici devant la justice pour répondre à vos actes, soit vol en bande organisée avec mineurs. Non, il y a méprise. Tout cela est un malentendu. Êtes-vous en train de dire que la justice se trompe? Et comme je représente la justice, vous dites que je me trompe? Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Taisez-vous, taisez-vous. Je ne vous ai pas donné la parole. Ici, c'est mon tribunal et c'est moi qui décide qui peut parler. Oh, pardon, je comprends pas. Je ne vous en tiens pas à rigueur cette fois, mais je ne permettrai pas que cela recommence. Je vais détailler un peu les faits. Durant l'après-midi du 25 juillet 2023, vers 15h30, Monsieur Trump se baladait dans les rues de Los Angeles avec son garde du corps. Quand au moment où Monsieur Trump mettait ses gants pour se protéger du froid et de la neige, Monsieur Lambert, accompagné de 2 complices mineurs, a dérobé le portefeuille de celui-ci et tenté de fuir. Heureusement, Monsieur Trump et son garde du corps ont eu le temps de vous voir et d'établir une description complète du principal intéressé, décrit comme un homme noir. Les services de police ont rapidement pu identifier l'individu comme étant Monsieur Lambert, et d'ailleurs vous ne niez pas les faits. Avouez-vous ce vol en bande organisée? Non. Enfin si, mais c'est juste que c'est pas ça, ça n'a pas de sens. Dois-je en conclure que vous êtes d'accord? Mais non, pas du tout, je suis même pas noir. La victime a sûrement été induite en erreur à cause de l'obscurité et de la neige. Mais vous reconnaissez le vol. Et comment y aurait-il pu avoir une erreur à cause de l'obscurité et de la neige un 25 juillet en après-midi? Et non, je reconnais pas le vol. Monsieur Trump n'est pas responsable du changement climatique. De plus, lui ainsi que son garde du corps vous ont vu prendre le portefeuille et tenter de vous enfuir avec vos 2 complices. Mais j'ai pas tenté de m'enfuir, j'ai juste ramassé le portefeuille qui est tombé de la poche de Monsieur Trump afin de lui rendre. Et au moment où il a vu son portefeuille dans ma main, il a commencé à crier et à gesticuler, ce qui a fait peur à mes 2 enfants de 6 et 8 ans, qui ont, eux, reculé devant cet énergumène. C'est votre version des faits. Mais n'essayez pas de disculper vos 2 acolytes. Mais ce sont que des enfants, bon sang. Pardon? Outrage!
Je vous mets un outrage à magistrat. Je vous avais prévenu. Je vous condamne de suite à 10 heures de travaux d'intérêt généraux. Oui, mais non, mais c'est parce que je ne veux pas... Revenons-en à ce vol et plus précisément à Monsieur Trump. Pourquoi vous en êtes-vous pris à lui alors qu'il est de réputation internationale, qu'il est un homme sans le sou, honnête et serviable? Ah bon? Oui. Je donne la parole à Monsieur Trump s'il souhaite ajouter quelque chose. Voilà. Alors, le lauréat de la catégorie fiction le prix sera remis par Grégory Laurent, commissaire général, qui n'a pas encore eu sa petite enveloppe puisque c'est moi qui l'ai pour lui. Voilà. Et monsieur le commissaire général, si vous voulez ajouter un petit quelque chose, allez-y. Tout d'abord, merci à toi, Christine, aussi. Il faudrait quand même pas l'oublier que tout ce travail aussi, on te le doit. Et merci Jérôme, merci Nicolas, et merci à vous et à tout le monde ici présent et présente. Et je ne vais pas faire plus long parce que je suis sous le coup de l'émotion, chamboulé. Et c'est pour ce genre d'événements et qu'on sait pourquoi on fait tout ça. Voilà. Donc, dans la catégorie fiction, le jury a désigné comme lauréat Alain Hofgaard pour son texte Muse Pink. Alain n'est pas là? Non. On pense à lui. Muse Pink était située à une dizaine de kilomètres de l'hôpital. Comme toutes les prisons, celle-ci avait été fermée il y a très longtemps. Du moins, c'est ce qu'Elena pensait. Avant leur éradication, les hommes composaient plus de 90% de la population carcérale. Après 2050, les femmes détenues furent logiquement regroupées dans un seul établissement, une méga-structure construite en Allemagne pour l'ensemble des détenus du continent. Il n'y avait donc, théoriquement, plus aucune prison en activité en Belgique. Plusieurs avaient été détruites, d'autres réaménagées en espaces de travail, lieux touristiques et même studios de cinéma. Elena se souvient notamment de la série Prison Break, où une femme se fait tatouer les plans de la prison où sa sœur est incarcérée et décide de la rejoindre pour l'aider à s'évader. « Il faut que je sache ce qui se passe à Muse Pink avant de tenter quoi que ce soit », pensa-t-elle. Joignant le geste à la parole, Elena fit brusquement pivoter son avant-bras gauche pour laisser apparaître son écran intégré. Ses recherches Internet ne lui apportèrent cependant aucune information pertinente. Seule consolation, l'image satellite lui permit de constater que Muse Pink était toujours bien là, se dressant fièrement au milieu d'une immense forêt. Et c'est là que se trouvait son fils. Elena devait maintenant quitter l'hôpital. Après avoir élaboré de multiples plans d'évasion dignes de ses meilleures références cinématographiques, elle se résigna à tenter la normalité en se présentant à la réception. À sa grande surprise, les portes de sortie lui furent grandes ouvertes, avec les remerciements du droïde faisant office de groom. Finalement, personne ne semblait se préoccuper de son sort, et encore moins imaginer qu'elle puisse interférer avec celui de son nouveau-né. Elle décida d'appeler Clara, sa meilleure amie, qui travaillait pour le ministère de l'Ordre et de la Bienséance, anciennement ministère de la Justice. Celle-ci décrocha dès la première sonnerie. « Alors, comment se porte notre petite Erin ?»« C'est compliqué de te l'expliquer au téléphone. Tu es chez toi ?»« Oui, un souci ?»« Un gros, oui. J'arrive tout de suite. » Elena s'y rendit à pied. Meilleur moyen pour limiter les traces de ses déplacements. Si sa sortie d'hôpital s'était finalement déroulée sans encombre, ce n'est pas pour autant qu'elle allait à coups de clic renseigner son emploi du temps. Elle en profita pour se réfugier quelques minutes dans le monde de la musique. Alors peut-être vous demandez-vous quelle est la suite ?
qu'est-ce qu'il a fait Monsieur Trump, qu'est-ce qu'elle a fait Elena, qu'est-ce qu'il arrive aux flics en tôle et tous les autres. Eh bien, les textes, vous pourrez les retrouver sur le site libredécrire.be, que la CAP est en train de mettre à jour, si j'ai bonne information. Et d'ici une dizaine de jours, vous pourrez les consulter, libredécrire.be. Alors, il nous reste une dernière catégorie. C'est la catégorie expression artistique. Et la mention spéciale du jury est un prix qui sera remis par un représentant de Médor. Oui, bonjour. Je suis ravi de représenter Médor aujourd'hui. Médor fait partie des lots qui récompensent toutes les personnes qui ont participé à concours d'écriture. Voilà, pour nous, ça fait énormément sens. Médor est écrit pour être lu et être lu par le plus de gens possible. Et donc, là, il nous semble que ce soit lu par des personnes qui sont en prison, ça fait sens pour eux, pour nous, pour tout le monde. Donc, du coup, le prix a été accordé à Marsan Cédric pour son texte Artiste de rue. Voilà. Alors, on va vous montrer une petite représentation, si ça... Pardon, excusez-moi. Si ça marche. Voilà. Tu vas le lire, le début ? Parfait. Donc voilà, c'est ce qui est noté ici. Artiste de rue, je suis auteur de textes de rap. Je me passionne de jeux de société, puis paf, contrôle de police, je me retrouve en cellule pour des faits que je ne peux minimiser. D'accord, j'avoue que d'écrire de la poésie est toujours un défi. Je décide de la saisir et de franchir le pas quand se propose à moi le concours Libre d'écrire, conçu pour le plaisir de mettre en lumière ce que l'on désire. Cependant, en apprenant le thème, j'étais fracturé. Non, mais si, fracture. Voilà le thème de ce concours. À s'en fouler le pouce. J'en pleure, je me demande pourquoi ce thème ? Est-ce que c'est pour nous briser ? Ou pour nous mettre à l'épreuve ? Bref, plus le défi est grand, plus la victoire est belle. Avec un peu d'optimisme, je me lance. Adviendra ce qu'il adviendra, au point où j'en suis, une fracture de plus. Voilà. Et on va terminer par la remise du prix du lauréat de la catégorie expression artistique qui sera remis par Madame Delphine Chabert. Bonjour, secrétaire, alors PRBC, dites donc, c'est compliqué ça. Oui, je vais vous expliquer. Je suis très honorée, je représente le Parlement francophone bruxellois qui est très heureux de soutenir ce prix depuis le début, à double titre, parce que la question des droits des détenus est quelque chose d'essentiel pour nous et l'accès à la culture fait partie de la dignité humaine et nous sommes très heureux de soutenir des projets qui encouragent l'accès à la culture, l'accès à toutes les modes d'expression artistique, à la lecture surtout, qui est une vraie forme d'évasion. Et donc, nous sommes très très heureux de remettre ce prix. Et donc, je remets le prix à la catégorie expression artistique au lauréat Fred Canette. Je ne sais pas s'il est là. Oui, il est là. Il est là. Et donc, mes félicitations. Et je vous passe et j'ai hâte de voir vos œuvres. Merci. Je vous remercie. Je ne sais pas si la BD va être... Voilà. C'est pas très clair, hein, mais c'est pas très clair, j'ai fait exprès. Donc, c'est une BD qui a été faite sur les fractures inutiles, sur 2 planches. Alors, la première planche, je vais essayer de vous décrire un petit peu ce qui se passe. Sur la première case, on parle des fractures intrafamiliales. Donc, ce sont des ruptures inutiles, je pense. Le mariage, est-ce que c'est encore vraiment d'actualité ? Ensuite, on va passer aux fractures dont on parle énormément, et c'est bien que les langues se délient. Ce sont les fractures intrafamiliales. Donc là, on voit un enfant en proie avec un adulte qui n'a pas l'air d'avoir de bonnes intentions. Ensuite, on va passer aux fractures que j'ai appelées genrées. Donc voilà, des jeunes garçons qui pensent qu'on doit s'habiller de telle manière, pas de telle manière. Vous vous souvenez sûrement du mouvement Ni pute ni soumise, ben, ça parle un peu de ça. Et puis, donc à la case en dessous, on va avoir ce dont on parle énormément, et je pense que c'est le pire, c'est les fractures alimentaires.
Donc voilà, ce sont ces jeunes, ces personnes pensionnées qui vont essayer d'aller chercher des promotions, des produits à la limite du périmé, qui ne prendront pas le bus parce que c'est trop cher, et qui se feront éclabousser par des grosses limousines qui, eux, vont au restaurant tous les jours sans aucun complexe, évidemment. On arrive ensuite à la fracture du bas, au milieu. Ça, ce sont les fractures sociales dont on parle beaucoup. C'est de pire en pire dans tous les pays. Le peuple réagit, c'est déjà une bonne chose. Mais bon, c'est pas suffisant. La dernière fracture, c'est une fracture dont on parle beaucoup, c'est la fracture numérique. Donc là, si on lit dans le détail, il y a une personne qui lui dit en costume cravate, un SDF sous les ponts, c'est pas compliqué d'avoir un logement, il suffit de remplir le formulaire machin chouette, d'aller sur le site, de scanner votre QR code, etc., etc. Évidemment, cette fracture numérique, elle est là pour tout le monde. Il y avait une seconde planche, je ne sais pas si... Non ? Voilà, mais la seconde planche sera mise en vente. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Donc je remercie en tout cas la CAP. Je remercie toutes les institutions qui font que pour des détenus comme nous, quand les institutions nous tendent la main, c'est quelque chose franchement de très appréciable. Parce que nous nous sommes fâchés avec les institutions, puisque ce sont les institutions qui nous ont privés de liberté. Et pas que de liberté, quelquefois on nous prive de dignité, mais ça va de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux car les agents pénitentiaires, je voudrais les saluer ici. Je voudrais les remercier. Les agents pénitentiaires, en tout cas sur Andenne, sont des gens qui font preuve d'une grande patience, d'une grande psychologie. Et on n'est plus dans les années 70, heureusement. Et là, il y a des progrès qui ont été faits. Malheureusement, je pense que leur ministre ne suit pas vraiment leur doléance. Nous sommes une semaine en grève ici, ça fait une semaine que nous sommes en grève. Sans douche, sans préau, sans téléphone, sans beaucoup de choses, mais enfin avec des projets artistiques quand même. Et un robinet de la cellule quand même. Et également, je voudrais dire un mot pour les victimes. Tous les détenus qui sont ici ont sûrement des victimes. Et je pense que pour les victimes, ça doit être assez difficile de voir qu'on nous récompense, qu'on nous congratule, voilà. Alors je voudrais dire à ces victimes que si on travaille, si on essaie de briller, c'est pour elles. C'est pour essayer de montrer ce qu'on a dans la tête en prison, la façon dont on a évolué, parce que sur 10 ans, évidemment, on évolue. Et que si réussite il y a, eh bien, je ne pense qu'à elles. Voilà, ces réussites, c'est pour elles. Voilà, c'est pour mes filles, c'est pour toutes les personnes qui considèrent que nous sommes inutiles en prison. Je ne pense pas que ce soit le cas. Voilà, je vous remercie. Merci. Voilà. On a eu la chance d'avoir Fred Canette, d'avoir eu Chris Ferry, Alain, Junior. C'est un petit miracle justement pour le moment parce que, effectivement, comme l'a dit Fred, la situation est complexe. Nous sommes arrivés à la fin de cette remise de prix. Je voudrais rappeler la liste de tous ceux, de tous nos sponsors et tous les partenaires qui nous permettent d'offrir des prix, comme vous l'avez dit, madame. Sans eux, on ne pourrait rien faire. Et je ne sais pas si vous savez, mais 5 € en prison, c'est énorme, c'est beaucoup. Et donc c'est pour ça que la CAP et l'ADEPI travaillent pour arriver à ce que un tout petit peu d'éclaircie arrive à travers ce concours libre d'écrire. Alors, comme on a été très patient et qu'on a célébré l'écriture, on va aller boire. Voilà, il y a un petit drink qui vous attend maintenant sur le stand d'Amnesty International. C'est le stand 114 et il se trouve dans le shed 1, c'est-à-dire de ce côté-là. Voilà. Annelise, tu ne dois pas t'inquiéter, les bouteilles sont bien arrivées, les chips aussi. Donc voilà, merci beaucoup et oserais-je dire, Grégory, à l'année prochaine.
Merci.